Au Kasaï oriental, détail à suivre dès le début de ces journaux. Nous ferons également le point sur l'état d'avancement des travaux d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans la province du Congo central. Reportage à suivre. Nous ferons également le point sur la participation de la République démocratique du Congo au Forum mondial sur la sécurité sociale tenu à Malaisie. Voilà pour nos titres. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 octobre 2025 en depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous. Nous rejoignez dans cette première édition du journal, édition qui partira de Mbuji-Mayi où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration du nouveau campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi, ce qui ouvre également une nouvelle ère pour la formation de l'élite congolaise. Reportage à suivre. Sous un soleil clément, la capitale diamantifère du Kasaï oriental a vécu une journée historique. Une page majeure de l'histoire éducative de la République démocratique du Congo s'est écrite aujourd'hui avec l'inauguration officielle de nouvelles infrastructures de l'université officielle de Mbuji-Mayi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chantier entamé en 2022 dans le cadre du programme présidentiel de modernisation des infrastructures de l'enseignement supérieur redonne fière allure à une université jadis marginalisée. Aujourd'hui, l'université officielle de Mbuji-Mayi arbore un visage nouveau, auditoire moderne, amphithéâtre spacieux, hommes d'étudiants séparés pour filles et garçons, rectorat flambant neuf, autant d'infrastructures dignes des standards internationaux. Devant une foule nombreuse, composée d'étudiants, d'enseignants, des cadres politiques et des chefs coutumiers, le président de la République a reçu des remerciements chaleureux des autorités académiques, de la communauté estudiantine et des notables locaux. Tous saluant une œuvre tangible, un geste de foi envers la jeunesse du centre du pays. La population de la province du Kasaï oriental, à travers ma modeste personne, vous remercie sincèrement d'avoir pensé à relever le défi de la formation de votre jeunesse en leur offrant un cadre d'apprentissage au standing international. Les bénéficiaires, représentés par le président des étudiants, ont exprimé leur gratitude au président de la République. Nous vous avons vu inaugurer des bâtiments réhabilités ou modernisés, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Mais permettez-moi de vous affirmer qu'ici, chez nous, dans la province du Kasaï oriental, vous avez construit là où rien n'existait. L'inauguration de ces bâtiments vient essuyer la honte qui couvrait les étudiants de l'UEM, considérés comme des étudiants nomades. Le recteur de cette université n'a pas manqué de mettre l'accent sur la maintenance de ce bijou. Je viens de publier une petite brochure intitulée « Du vin nouveau dans les outre-neuves ». 12 propositions pour faire de l'université officielle de Mbuji-Mayi une véritable université. Il s'agit de 1. Assumer l'essence européenne de l'université. 2. Être une université au cœur de la société. 3. Être une université scientifiquement complète. 4. Assainir le monde universitaire mbujimayen. 5. Professionnaliser et contrôler la gestion. 6. Entretenir et protéger les acquis. 7. Poursuivre et étendre la modernisation. 8. Avoir un corps académique solide. 9. Démassifier et élitiser l'université. 10. Militariser la résidence estudiantine. 11. Repenser les aumôneries confessionnelles. 12. Révisiter le blason et l'hymne de notre université. Fondée en 1990 par des pionniers visionnaires comme le cardinal Malula et Monseigneur Joseph Kongolo, l'université officielle de Mbuji-Mayi renaît avec 14 filières dont la médecine, le droit, la sociologie, la polytechnique ainsi que la géologie. Ces nouvelles infrastructures ouvriront la voie à la recherche, à l'innovation et surtout à la formation d'une élite compétente au service de la nation. Ces belles infrastructures qui suscitent notre admiration par le goût du beau qu'elles dégagent reflètent sans nul doute la modernité, de même que l'ouverture à une espérance nouvelle pour un avenir radieux
de la jeunesse congolaise. Ce geste fort du chef de l'État s'inscrit dans la vision de refondation du système éducatif congolais, une vision qui fait du savoir et de la jeunesse des piliers de l'avenir. L'UOM entre dans une nouvelle ère de responsabilité, de discipline, de patriotisme et d'ambition. Je vous le disais au sommaire de cette édition, le service national vient de jouer pleinement son rôle en assurant la nourriture de stock, la farine de maïs dans la ville d'Embou-Jumaï. Grâce à ces réserves stratégiques, la population de cette partie territoriale nationale a pu être soulagée. On en parle dans ce reportage. Mbou-Jumaï, cœur battant du Kasaï oriental, sur ces terres diamantifères de Bakwanga, se dresse le marché Kanyanya de Bakwadianga, poumon économique de la ville. Et c'est ici que le service national, bras séculier du gouvernement en matière de développement, a érigé un grand entrepôt de maïs. L'objectif est de faciliter la vente des farines de maïs, céréales très prisées au niveau local. C'est la liesse générale, vendeuses et habitants se pressent pour se procurer cet aliment de base à un prix qui défie toute concurrence. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois qu'il est arrivé, il a mis les moyens à la disposition du service national. Nous avons multiplié le nombre d'engins. Nous sommes aussi à des milliers aujourd'hui, plus de 5000 hectares de maïs. Tout commence à Kanyama-Kasese, un modèle agricole qui fait ses preuves où près de 5000 hectares sont exploités par une main-d'œuvre essentiellement composée de jeunes jadis délinquants transformés en bâtisseurs qui cultivent ces maïs en grande échelle. Acheminée par train, la production irrigue aujourd'hui tous les grands Kasaï où un sac de 50 kg à Mbou-Jumaï coûte 2 fois moins cher qu'à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous sommes à 10 à 12 000 tonnes pour la ville d'Mbou-Jumaï. C'est ça qui fait que les gens viennent et même nous avons cassé cette espèce de réseau de revendeurs. Dans ces 6 dépôts installés dans la ville, le service national dispose près de 12 000 tonnes de maïs capables de faire face à la concurrence. C'est le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo, est en visite dans la province du Congo central. Sur place, il a visité les troupes stationnées à la base militaire de Kitona. Reportage. Aussitôt arrivé à la base militaire de Kitona, située à Mwanda, dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a conduit un briefing de commandement portant sur l'effectif réel des nouvelles recrues. Objectif, évaluer le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée nationale. Ce tour d'horizon a permis au vice-premier ministre d'avoir une vue d'ensemble sur la formation et l'organisation des troupes récemment intégrées. Dans un temps ferme, Guy Kabombo Modianvita a instruit les responsables militaires de fournir sans délai une liste exhaustive et harmonisée des effectifs par catégorie en vue d'une causerie morale avec les troupes dans les tout prochains jours. Fidèle à sa démarche sociale, le vice-premier ministre a aussi rencontré les épouses des militaires du camp Baki, venus plaider pour la réhabilitation de l'école primaire et secondaire du camp. Sensible à leur doléance, il a promis le lancement imminent des travaux et a remis une enveloppe financière importante à la communauté avant de quitter les lieux. À noter que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, prévoit également des visites stratégiques au port en eau profonde de Banana et au camp Kindofula. À Genève, en Suisse, en marge de la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et de la sécurité, Jacquemin Chabani, a pris une part active à une série d'échanges sur place à Genève. On en parle dans ce reportage signé Bobo Anan Mokundi. En marge de la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève, en Suisse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemin Chabani, pose les jalons avec les HCR pour un retour sécurisé des réfugiés congolais. Le gouvernement de la République fait des efforts
pour non seulement la gestion de ceux qui ont le sol congolais comme refuge, mais aussi le retour des Congolais qui se retrouvent en état de situation de déplacés, de réfugiés dans les pays étrangers limitrophes pour qu'ils regagnent le pays et qu'ils regagnent leur lieu d'habitation naturelle. Les échanges avec les HCR ont également porté sur des questions relatives de populations réfugiées vivant sur les sols congolais. Le mécanisme tripartite RDC, HCR, pays voisins concernés par la question des réfugiés, en vue de favoriser un retour volontaire et sécurisé des Congolais à Iran dans certains pays frontaliers. Le HCR traverse des moments assez difficiles sur le plan financier. Donc, comme engagement, nous avons été rassurés que sur certaines questions qui concernent la République démocratique du Congo, le HCR a fourni certains efforts, certains plaidoyers pour trouver les financements, mais aussi que le HCR fait le suivi des différents dossiers qui concernent la République démocratique du Congo dans l'organisation des tripartites. Dans un contexte marqué par l'instabilité dans sa partie orientale, la République démocratique du Congo, à travers la vice-primature de l'intérieur et sécurité, tient au strict respect des conventions internationales en matière de gestion de réfugiés. Dans l'actualité également, le gouvernement de la République poursuit son désemparé, son engagement en faveur de l'entrepreneuriat local. Dans cette optique, la Première ministre Judith Suminwa a reçu plusieurs partenaires clés du secteur privé. Question de soutenir la sous-traitance nationale. On en parle dans ce reportage. Le gouvernement congolais accélère son soutien aux petites et moyennes entreprises. Après la formalisation des micro-entrepreneurs, place à la valorisation de la sous-traitance, pilier de l'industrialisation Made in Congo. Ce lundi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu une délégation des principaux acteurs du secteur, l'autorité des régulations de la sous-traitance respect, la banque privée Robank, le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC et la société d'assurance Rossure. C'est un programme que nous mettons en place où la Robank va accorder des crédits à ses sous-traitants pour exécuter les marchés qu'ils auront. Ces crédits seront couverts par une garantie de FOGEC. Et FOGEC, pour aussi minimiser le risque, se couvre auprès de Rossure, qui est une assurance sœur à la Robank. Et donc l'ARSP, qui est le patron des sous-traitants, qui reçoit les sous-traitants, qui leur donne l'autorisation d'exercer, sera là pour s'assurer que les contrats sont réels, que les sous-traitants sont en ordre. Le dispositif est prêt. Des crédits de 10 000 à 1 million de dollars seront accordés par la Robank, garantis par le FOGEC, sécurisés par Rossure et encadrés par l'ARSP. Il y a une communication qui sera faite où les personnes hors dossier iront présenter chez Robank comme des dossiers de crédits normaux, mais ils vont indiquer que c'est le dossier dans le cadre de ce programme spécifique. Et donc pour cela, il faut que ça soit seulement des sous-traitants d'un certain niveau, et ça sera vérifié par l'ARSP pour les critères et pour tous les aspects commerciaux et les aspects financiers. C'est Robank qui fera son travail pour que FOGEC puisse accorder la garantie. Ce programme national ambitieux reflète la vision du gouvernement de valoriser les talents locaux et créer des emplois durables via un partenariat fort avec le secteur privé. Prochaine étape, le lancement officiel du programme et ouverture des guichets pour le sous-traitant. Et les conseils spéciaux des chefs de l'État en matière de suivi de programme de développement local des 145 territoires a poursuivi sa mission d'évaluation du dit projet, cette fois dans la province du Congo central, plus précisément dans les territoires des Songololo. On en parle dans ce reportage. La relance à la base passe par le suivi. Au Congo central, la poursuite de l'inspection des chantiers au programme des PDL 145 territoires par le conseil spécial du chef de l'État en charge du suivi confirme une volonté claire, celle de veiller à la matérialisation des engagements pris au sommet de l'État. Ce programme, l'un des plus ambitieux jamais lancés dans les zones rurales de la RDC, ne se limite pas à des annonces. Il est surveillé, contrôlé et régulièrement évalué sur terrain.
Dans le Congo central, les infrastructures en construction, écoles, centres de santé, bureaux administratifs symbolisent ce virage vers une gouvernance de proximité axée sur les résultats. La satisfaction est totale et elle est entière. Nous ne pouvons que remercier le président de la République, chef de l'État, qui a pensé à réaliser ces programmes gigantesques. Et pour nous, dans le territoire du Songolo, à part ce bureau administratif, nous avons encore 12 autres chantiers, un bâtiment administratif, 4 écoles primaires et 8 centres de santé. La présence du conseiller spécial, ingénieur civil en bâtiment, donne à cette mission d'inspection une dimension technique et politique. Il ne s'agit pas de visiter pour la forme, mais d'évaluer la qualité, le rythme et l'impact des travaux, car derrière chaque bâtiment en chantier, ce sont des communautés qui attendent à mieux vivre. Vice-ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les bourgmestres de la ville de Kinshasa ont été conviés à une séance d'échange également d'informations axées sur la vulgarisation des réformes en cours au sein de l'administration publique. On en parle dans ce reportage signé Nadine Kilochou. Parmi les fonctions fondamentales de l'administration publique figure la production des biens et services non marchands au profit de la collectivité, le maintien de l'ordre ainsi que la promotion de la cohésion sociale. C'est dans cet esprit que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé ce lundi 6 octobre une séance pédagogique de sensibilisation à l'attention des bourgmestres de 24 communes de Kinshasa. Objectif, renforcer leur compréhension des réformes structurelles en cours et impliquer les autorités locales dans la réorganisation des services publics de base. On a reçu séance pédagogique qui nous a démontré combien, au niveau du sommet de l'État, il y a une volonté excessive de faire des réformes. Aujourd'hui, le fonctionnaire congolais n'est plus complexé par rapport à ce qui se passe ailleurs. Un fonctionnaire congolais sait voir combien de jours il lui reste pour prester avant d'aller en pension. Ça, c'est une innovation. Et aussi la volonté que l'excellence nous a démontré combien nous devons avoir une politique de proximité et que le citoyen lambda puisse sentir qu'il est pris en charge directement par l'administration communale. À l'issue de cette rencontre, les bourgmestres ont promis de soutenir pleinement le processus de redressement de l'administration en s'impliquant activement dans la mise en œuvre de mesures engagées sous le leadership du président de la République et la coordination du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Nous restons disposés à accompagner la vision du chef de l'État après cette séance pédagogique pour qu'un bourgmestre ne restera passif pour emboîter le pas à la vision du chef de l'État. La suite, l'actualité. L'on en vient à cette séance de travail que les ministres d'État, ministres en charge du plan Guilaine Yembo a eu avec les établissements sous sa tutelle autour de l'évaluation de l'exécution des engagements pris, plus de précisions dans ce reportage. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilaine Yembo, a présidé ce mardi la séance solennelle de restitution des résultats à mi-parcours de contrats de performance conclus avec les établissements publics sous tutelle, notamment l'Institut national de la statistique INES, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'unité de conseil et coordination des partenaires publics privés. Organisée dans un esprit de redevabilité et de transparence, cette séance avait pour objectif de faire le point sur l'exécution de l'engagement pris depuis la signature de contrat de performance en mars dernier, une première pour le ministère du Plan. Dans son mot, Guilaine Yembo a salué les efforts fournis par les mandataires et les équipes techniques des trois institutions. L'évaluation à mi-parcours, c'est un outil de pilotage. Elle nous permet d'ajuster la trajectoire, de réduire ou éliminer les contraintes et d'élever notre niveau d'ambition pour atteindre d'ici la fin de l'exercice des résultats encore plus probants. En ma qualité d'autorité de tutelle, je prends acte des performances réalisées au premier semestre 2025 pour chaque établissement. Je vous en félicite donc sincèrement. Cette séance solennelle a été ponctuée par la signature du procès-verbaux des résultats à mi-parcours entre le ministre d'État Guilaine Yembo et les responsables de trois établissements sous tutelle.
Et en mission des services dans la ville de Kolwezi, nous sommes là dans la province du Lualaba. Le ministre national des ressources hydrauliques et électricité, Aimé Sakombi, a procédé au lancement avec succès du premier circuit électrique Nteke. Répartiteur Ouest Yvette Makoutima nous dit un peu plus. SNEL Metal Coal, une nouvelle donne pour booster les secteurs énergétiques dans le Lualaba. Un grand pas vient d'être franchi dans le développement énergétique de la province du Lualaba avec la mise en service du premier circuit Nteke répartiteur Ouest. La cérémonie, présidée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Aimé Molendo Sakombi, a mobilisé les acteurs clés du secteur ainsi que les autorités provinciales. Fruit d'un partenariat stratégique entre la Société nationale d'électricité SNEL SA et la société minière Metal Coal, cette ligne électrique de 120 kV entièrement réhabilitée vient renforcer la desserte en énergie dans cette province à haute vocation industrielle. La mise en service de ce premier circuit n'est qu'un jalon. Elle doit être l'impulsion pour poursuivre sans relâche la modernisation de nos infrastructures, encourager l'innovation technologique et multiplier des projets analogues sur l'ensemble du territoire national. Le vice-gouverneur Clément Moufoundji Chinat, les cadres de la SNEL, dont le président du conseil d'administration Luc Badibanga et le directeur général ingénieur Teddy Luambamouba ont salué cette avancée technique majeure, porteuse d'espoir pour des milliers de ménages. Nous interpellons encore une participation pour la protection de notre patrimoine commun. Ainsi, ça déterminera le développement de la RDC. Ces circuits relancés symbolisent plus qu'une prouesse technique. Il incarne l'engagement collectif à offrir un avenir meilleur à la population du Lualaba. Un signal fort pour une RDC tournée vers la revalorisation des ressources énergétiques. Kora Music Awards édition 2026, la RTNC, sous l'impulsion de sa directrice générale Sylvie Elengue Nimbo, promet une couverture médiatique à la hauteur de cet événement continental majeur, un partenariat stratégique salué également par les fondateurs de Kora qui annonce déjà une série également d'initiatives pour faire briller la culture africaine. Un reportage. La radio-télévision nationale congolaise se tient prête pour assurer la couverture en temps réel des festivités de Kora Music Award 2026. C'est l'engagement pris par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, à l'issue d'une rencontre avec le président et fondateur de l'événement, Ernest Kovi Adjovi. Ce dernier s'est dit pleinement satisfait des échanges, affirmant qu'une série de conférences de presse et d'activités proportionnelles seront organisées très prochainement pour mettre en lumière ces grands rendez-vous culturels. Nous ne pouvons pas venir prétendre faire les Kora en RDC sans avoir un partenaire média. La télévision la plus indiquée serait la télévision nationale. Donc nous sommes venus rendre visite à Madame la directrice générale de la télévision, la radio-télévision nationale du Congo, qui a eu la gentillesse de nous recevoir short notice pour une audience qui s'est très bien passée. Ce sera une belle expérience, du win-win, où je pense que nous allons faire cet événement à l'endroit d'au moins 82 télévisions dans le monde. Et dans les pays africains, nous souhaiterons travailler avec les télévisions nationales. Considéré comme l'un des événements musicaux les plus prestigieux du continent, les Kora Awards célèbrent chaque année l'excellence artistique africaine en récompensant les artistes qui se distinguent par leur talent et leur contribution au rayonnement de la culture africaine. Et en page internationale, le 7 octobre 2023, Israël subissait l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire perpétrée par les Hamas. Depuis lors, la bande de Gaza est sous le feu des bombes. Retour en image sur les 2 ans de cette guerre et des luttes également pour ramener les otages. Reportage signé Jacques Tababa, Sidouga. À l'aube du samedi 7 octobre 2023, jour de Shabbat, des milliers de roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. C'est le début de l'opération Déluge de l'Aqsa lancée depuis l'enclave palestinienne, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai de la même année.
des commandos des brigades El-Zedine Al-Aqsam, branche armée du Hamas, mais aussi d'autres factions du djihad islamique du Front démocratique de libération de la Palestine et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa sortent à l'explosif et des bulldozers de la bande de Gaza. Plus de 3000 d'entre eux s'infiltrent dans le sud d'Israël, dont certains à parapente motorisés. L'attaque est ainsi menée sur 3 fronts. Des kibbutz, Kafar Arza, Ber Eri et Nir Oz, ainsi que de nombreuses localités alentours sont attaquées et leurs habitants froidement tués lors d'une opération massive et coordonnée. Plus de 1250 personnes sont assassinées, donc 815 civils et 36 enfants, des Israéliens mais aussi des étrangers. Les pires jours pour le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale. La réponse israélienne n'a pas tardé. Débute alors l'opération Épée de fer. Des milliers de réservistes israéliens sont mobilisés. Objectif est de détruire les Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et libérer les otages. 2 ans après l'attaque terroriste du 7 octobre, le Proche-Orient est en feu. L'armée israélienne est déterminée à frapper fort. Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu, a quant à lui réitéré son engagement à tout faire pour vaincre les ennemis d'Israël en guerre sur plusieurs fronts. L'État du Congo, je le disais au sommaire de cette édition, a pris une part active au Forum mondial sur la sécurité sociale tenu à Kuala Lumpur. Nous sommes là en Malaisie. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Oscar Balkaïj. À l'ouverture des travaux organisés en Malaisie, précisément à Kuala Lumpur, du 29 septembre au 3 octobre 2005, un rapport a été présenté à l'assistance sur les avancées significatives en matière de sécurité sociale enregistrées dans ce pays. Rapport qui sera suivi de sessions spéciales sur différentes tendances dans les secteurs à travers le monde. Le 30 septembre, Charles Moudiaï a pris part à la 35e Assemblée générale de l'ASS, votant des amendements du statut visant à renforcer la gouvernance de cette association. Des travaux sanctionnés par la remise d'un certificat de mérite pour sa participation à ces assises. Des ateliers interactifs ont été organisés à cet effet pour cimenter la collaboration internationale entre les pays membres. C'est en sa qualité de président du bureau de liaison de l'Association internationale de sécurité sociale BLESAC que Charles Moudiaï a présidé cette réunion des directeurs généraux des caisses de sécurité sociale de la région Afrique centrale. Moment indiqué pour dresser les bilans de la mandature de la RDC avant de céder les flambeaux l'année prochaine à la République centrafricaine. Et voilà pour l'essentiel l'actualité de ce matin sur notre antenne. Merci à vous l'avoir suivi où que vous soyez dans les mondes. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Péchomou Benga et à Mamita Bangoulou, grâce à qui nous avons pu vous informer. Je rajoute à cela Chikobi Pendou et Alain Ngalia et Joseph Nzenzo. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Les prochains rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Luizen Tsakala, la présentation. Moi, je vous dis merci, à la prochaine.